l'article 337. De la loi. A posé le principe général. Selon cet article. Qu'est-ce qui est annulable et qu'est-ce qui peut faire l'objet d'une action en nullité? Il y a d'abord les statuts, et les actes et les libérations. Alors, donc, les statuts, actes et délibérations qui ont pour objet justement de modifier les statuts. Parce qu'il y a des actes et des délibérations qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts. On verra quelle est l'origine des actes et délibérations qui concernent autre chose. Mais l'article 337 ne concerne que les statuts, c'est-à-dire l'action en nullité contre les dispositions, contre les clauses contractuelles des statuts, ou une action en nullité contre les actes et délibérations modifiant les statuts. Donc, le premier bloc d'action en justice en nullité concerne ces deux aspects-là, les actes et les statuts, les actes de délibération modifiant les statuts. Qu'est-ce qu'il nous dit le législateur de la loi 1795? Il nous dit qu'on ne peut exercer une action en nullité des statuts et des actes de délibération modifiant les statuts que dans des conditions bien particulières. D'abord, il faut qu'il y ait une violation d'une disposition expresse. Violation d'une disposition expresse de la présente loi, c'est-à-dire de la loi 1795. Premier cas. Quand le législateur, ou bien si le législateur précise qu'il doit s'agir d'une disposition expresse, cela veut dire que pour les dispositions qui prêtent à confusion, on ne peut pas se baser sur l'article 337. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on entame une action en nullité, il faut viser le texte. C'est-à-dire, il faut choisir la base légale sur laquelle, ou bien à travers laquelle, on demande la nullité. Si on demande la nullité sur la base de l'article 337, en disant que telle ou telle disposition permet de recourir contre les statuts parce qu'ils violent cette disposition alors que cette disposition n'est pas expresse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ça n'aura pas l'occasion de passer devant le tribunal. Pourquoi? Parce que le législateur, dans l'article 337, précise l'aspect express de la disposition de la loi 1795. Deuxième cas, le caractère illicite ou contraire à l'ordre public de quoi? De l'objet de la société. De l'objet de la société. Et vous savez très bien, si vous lisez un peu les statuts de telle ou telle entreprise, vous allez toujours vous rendre compte que l'objet, généralement, qui est choisi par les sociétés commerciales, n'est pas un objet très limité. C'est-à-dire que généralement, les fondateurs choisiraient et choisissent
un objet assez large. Hein. Pourquoi? Parce que la société, peut-être, avec le développement, serait amenée à exercer son activité par rapport à tel ou tel objet. Et donc, pour qu'il n'y ait pas besoin de changer les statuts. Hein. Pourquoi? Parce que si la société décide du jour au lendemain de changer, de rectifier l'objet, ça doit passer par le biais d'une assemblée générale et une délibération. Hein. Et donc c'est pour cette raison qu'on utilise généralement une formule de l'objet qui permet de couvrir pas mal de secteurs d'activité. Mais l'objet en question, bien entendu, doit être licite et ne doit pas être contraire à l'ordre public. Et enfin, troisième, l'incapacité de tous les fondateurs. Voilà donc la règle fondamentale en matière de régime juridique des nullités, hein, selon la loi 1795. Mais bon, le régime des nullités est assez compliqué, assez vaste. Hein. C'est pour cela qu'on va voir les autres aspects de ce régime juridique tel qu'il découle des articles 338, 339, 340, etc. Alors, vous pouvez noter, selon la même loi, la nullité, ou l'action en nullité plutôt. L'action en nullité pour des motifs, l'action en nullité pour des motifs autres que ceux invoqués par l'article 337, autres que ceux invoqués par l'article 337. Donc vous connaissez les motifs. Hein? Il y en a trois, hein, selon l'article 337. Hein? Il y a l'incapacité de tous les fondateurs, la violation d'une disposition expresse et l'objet illicite au contraire à l'ordre public. Donc ce sont là les trois motifs. Hein? Mais il se peut qu'il y ait d'autres motifs. C'est ce que dit la loi 1795. Il nous dit que l'action en nullité pour des motifs autres que les trois, hein, qu'on vient de préciser. L'action en nullité pour des motifs autres que ceux qui sont édictés par l'article 337 n'est possible que dans deux cas. N'est possible que dans deux cas. N'est possible que dans deux cas. Premier tiré. La violation d'une disposition cette fois-ci, le législateur ne va pas utiliser le mot express, mais il va utiliser un autre qualificatif, c'est-à-dire le qualificatif d'impératif. Hein? Je viens de vous dire, d'une disposition impérative de la loi 1795. La violation
d'une disposition impérative de la loi 1795. Deuxième tiré. La présence d'une cause de nullité, la présence d'une cause de nullité de droit commun. La présence d'une cause de nullité de droit commun. Et donc, je reprécise les différents aspects de ces deux dispositions. Les dispositions de l'article 337 concernent les statuts, les actes et délibérations portant sur les statuts, c'est-à-dire la loi de la société. Les statuts, c'est la loi contractuelle. Et donc, l'article 37 s'occupe d'abord des statuts et des actes et délibérations concernant les statuts, concernant la loi de la société, le contrat de la société. Alors que, ce que je viens de vous dire, l'action en nullité, dans un deuxième temps, est possible s'il y a une violation d'une disposition impérative et non pas expresse. Et bon, entre nous, pour savoir un peu les subtilités. Pourquoi le législateur, s'il choisit dans l'article 337 d'utiliser le mot express et dans l'article 340 d'utiliser le mot impératif en oubliant le mot express, c'est pour une raison. Et ça, c'est le rôle de la jurisprudence. C'est le rôle de la jurisprudence. C'est-à-dire l'interprétation. C'est à la jurisprudence de nous dire si telle ou telle violation porte sur une disposition impérative ou sur une disposition expresse. Et donc, malheureusement, je vous le dis parce que je dois le dire, on n'a pas beaucoup d'antécédents judiciaires qui nous permettent de faire la distinction entre ces subtilités législatives. D'autant plus que je vous ai dit que la loi 1795, la loi 596 ont été carrément copiées telles quelles par le législateur marocain de la loi française sur les sociétés, du Code de commerce, parce que toutes les lois sont intégrées dans le Code de commerce en France. Eh bien, le législateur en France, s'il avait fait cette distinction-là, ça n'est pas un choix arbitraire. Si ça a été fait, c'est parce qu'il y a eu notamment des difficultés devant les juridictions, et notamment la Cour de cassation française avait choisi telle ou telle position. Et donc, la loi, les dispositions légales portant sur le droit des sociétés en droit français, ces dispositions légales sont venues après qu'il y a eu des difficultés au niveau de la jurisprudence. Et donc, il y a eu tout un cheminement de la part de la Chambre commerciale de la Cour de cassation notamment, pour asseoir une certaine subtilité dans les expressions. Au Maroc, bien sûr, on a pris le résultat, mais on attend que, notamment la Chambre commerciale de la Cour de cassation, nous éclaire sur le choix de telle ou telle disposition et sur l'interprétation qui est donnée par la Cour de cassation en la matière. On va voir tout à l'heure un exemple, mais bon, je vous avoue que moi, je n'ai pas trouvé, en faisant une extrapolation de la jurisprudence de la Cour de cassation, je n'ai pas pu trouver
des arrêts de la Cour de cassation qui se basent sur la subtilité de l'article 337 ou sur la subtilité de l'article 340. Hein. Mais bon, ça viendra un jour. Mais bon, vous savez très bien maintenant que vous avez un accès direct à la jurisprudence de la Cour de cassation depuis peu, hein, depuis quelques mois. Vous êtes au courant ou pas? Oui, par le site. Vous y allez de temps à autre ou ça ne vous dit pas grand-chose? Hein, ça ne vous dit pas grand-chose, mais bon, de toute façon, même si vous avez envie d'y aller, vous n'avez pas trouvé grand-chose. Hein? Pourquoi? Parce que malheureusement, encore une fois, et on attend de la part de la Cour de cassation un effort pour mettre sa jurisprudence à la portée des chercheurs, des avocats, des praticiens, des étudiants, etc. Mais malheureusement, la dernière chose qui a été faite, c'est mettre à notre disposition 5000 arrêts, en tout. 5000 arrêts. Alors que il existe tout un stock d'arrêts de la Cour de cassation depuis quelle année, à votre avis? 1913. Hein? Il a été créé quand la Cour suprême? Oui, la Cour de cassation, mais avant c'était la Cour suprême. Ça a été créé en quelle année? La Cour suprême. La Cour suprême. 1913, non. Hein? 59, non. 57. 57. Donc la Cour suprême au Maroc a commencé à, en quelque sorte, dire le droit, hein, à partir de l'année 1957. C'est-à-dire qu'il y a déjà pratiquement combien? Un demi-siècle, voire plus. Hein. Et donc un demi-siècle de jurisprudence, on pouvait s'attendre à avoir beaucoup plus de jurisprudence à notre portée. Hein. Vous avez aussi un effort individuel qui a été fait par un avocat, Maître Azougal. Mais bon, l'accès à sa base de données, elle est payante. Hein. C'est-à-dire, si vous voulez, lui, il en a mis pratiquement 200 000 arrêts. Hein. Bon, on se demande pourquoi une personne privée a la possibilité de ramasser 200 000 arrêts, hein, notamment de la Cour de cassation, et les mettre à disposition contre paiement des chercheurs, des étudiants, des doctorants, etc. Et que, arrêtez de chuchoter s'il vous plaît, hein, et que la Cour de cassation, hein, qui est propriétaire de sa propre jurisprudence, ne nous permet pas d'avoir un accès direct à tout cela. Hein. Ça ne coûte pas grand-chose. Ça coûte pas grand-chose, d'autant plus que si l'on compare la situation avec des États comparables, hein, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, etc., vous avez depuis des années et des années un accès direct à un fonds de jurisprudence sans égal. Hein. Et donc voilà, quand on discute d'une disposition légale, on a souvent besoin de voir ce que dit la Cour de cassation derrière. Mais généralement, on est limité. Hein. C'est-à-dire qu'il faut toujours procéder à une recherche livresque, hein, dans les revues qui sont éditées, etc. Et on n'a pas tant que ça. Hein. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Donc je vous ai dit que le deuxième aspect du régime des nullités des sociétés est donné par l'article 40 qui nous dit que les nullités des actes ou délibérations, vous l'avez noté? Hein? Non. Donc, deuxième tiré. Je pose. De droit commun, d'accord. Oui. Donc j'ai dit violation d'une disposition impérative et voilà. Donc ça c'est le deuxième aspect du régime des nullités. Hein. Et donc il faut le mettre en parallèle avec le régime qui est avancé par l'article 337. 337, c'est le fondement
du régime d'immunité et de l'action en nullité. On va donner un exemple par la suite, comme ça va être beaucoup plus clair. Précisons par ailleurs que le législateur de la loi 1795, a opté, pour un délai de prescription, relativement court, à savoir 3 ans on a dit que le point de départ de ces 3 années, c'était la publicité de l'acte ou de la délibération. La publicité de l'acte ou de la délibération. À savoir 3 ans qui commencent à courir à partir de la date de la publicité de l'acte ou la délibération en question. Donc ça, c'est le premier aspect en matière de préservation de la continuité de la société. C'est-à-dire que le législateur il a opté pour un délai de prescription plus ou moins court. Il y a autre chose. Le deuxième aspect, en matière, un peu de silence derrière. Le deuxième aspect, en matière de préservation de la continuité de la société, c'est que le législateur a donné la possibilité aux associés, aux responsables de la société de couvrir quoi? De couvrir la nullité, tout simplement. De couvrir la nullité. C'est-à-dire, supposons que une partie intéressée a saisi le tribunal pour demander la nullité de tel acte ou telle délibération ou d'une disposition contraire à la loi 1795 des statuts, etc. Cette action en justice va être introduite dans les délais, c'est-à-dire dans les 3 ans, sinon c'est une fin de non-recevoir. C'est-à-dire lorsque l'action est diligentée après l'écoulement d'un délai de 3 ans à partir de la date de la publicité de l'acte ou de la délibération, c'est-à-dire que l'action nullité, elle est hors jeu. Et le tribunal va la rajouter. Imaginons que l'action en question a été diligentée dans les temps, c'est-à-dire en respectant le délai des 3 ans. Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que le tribunal va aller au fond et trancher directement la nullité et éventuellement prononcer carrément la nullité de la société, ou bien est-ce qu'il doit procéder autrement, hein? Eh bien, la loi 1795 considère que le tribunal doit attendre au moins un délai de 2 mois. Au moins un délai de 2 mois à partir de l'introduction de l'action en justice. Pourquoi? Pour permettre justement aux fondateurs de la société de corriger et de couvrir la nullité. Et s'ils le font avant le prononcé du jugement, hein, en première instance, s'ils le font avant le prononcé du jugement, bien sûr, s'ils rectifient par exemple une disposition contraire aux dispositions de la loi, ils doivent présenter au juge la preuve comme quoi les statuts ont été modifiés par exemple. Hein? Auquel cas, le tribunal considérera que l'action en justice est éteinte. C'est-à-dire qu'il n'y a plus lieu de continuer l'action en justice pour demander la nullité, parce que l'acte ou la délibération ou les dispositions du statut en question ont été modifiées pour répondre aux exigences de la loi 1795, pour répondre éventuellement aux exigences de l'ordre public, pour répondre éventuellement à toutes les dispositions de la loi. Voilà. Donc, à la limite, par ailleurs, et afin de préserver, parce que ça chuchote, par ailleurs, et afin de préserver, par ailleurs, alors, par ailleurs, et afin de préserver la continuation de la société, par ailleurs, et afin de préserver la continuation, la continuité de la société, le tribunal saisit, il s'agit de quel tribunal? La compétence matérielle, revient à qui? Non, première instance, c'est le degré. Mais la compétence matérielle, elle revient à qui? Voilà. Voilà, donc c'est le tribunal de commerce qui est compétent pour la matière. Le tribunal saisit, c'est ça? Hein? Le tribunal saisit sans eux. Le tribunal saisit ne peut prononcer sa décision, qu'après l'écoulement d'un délai, de 2 mois, à partir de quoi? On appelle ça aussi à partir de la requête introductive d'instance. À partir de la requête introductive d'instance. Vous avez pensé?
À partir de la date de la requête introductive d'instance. Fermez la parenthèse. Point. Si les associés les associés recourent la nullité durant ce délai, le tribunal classera l'affaire. Le tribunal classera l'affaire. Donc ça, c'est le premier aspect. Et on est en présence d'une personne morale. Hein? La personne morale agit à travers qui? À travers les représentants légaux. À travers les représentants légaux. Eh bien, pour couvrir la nullité, on a besoin de quoi? Les représentants légaux, ils ont besoin de quoi? De l'Assemblée générale. Hein? C'est-à-dire qu'on ne va pas rectifier telle ou telle disposition sans appeler une Assemblée générale. Hein? Et l'Assemblée générale, c'est l'outil juridique qui permet de donner voilà, une valeur juridique, qui permet de donner une valeur juridique aux actes qui sont pris par les organes délibérateurs de la société. Hein. Et donc, le tribunal, dans ce cas-là, hein, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit donner le temps nécessaire, hein, aux dirigeants de la société pour qu'ils appellent à une assemblée générale et leur laissent le temps de délibérer. Hein, et pour avoir la délibération, justement, l'acte, hein, qui sortira de l'assemblée générale et qui corrigera l'erreur, qui corrigera la cause de la nullité. Point. Allez. Généralement, les organes dirigeants de la société, ont besoin de convoquer une assemblée générale qui sera forcément une assemblée générale extraordinaire. Hein? Vous savez la distinction entre ordinaire et extraordinaire. Hein? Ordinaire, les assemblées, ils sont prévus à l'avance. Hein? Ils sont prévus à l'avance. Et extraordinaire, c'est-à-dire une assemblée générale que l'on doit réunir à chaque fois que les besoins l'exigent. Hein? Les besoins de la gestion de la société l'exigent. Et donc là, on va appeler, hein, c'est-à-dire appeler, convoquer, hein, convoquer
tous les intéressés, c'est-à-dire tous les associés de la société, les convoquer soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit contre émargement dans le siège de la société, etc. Il faut qu'il y ait la preuve comme quoi tous les associés ont été convoqués. Pourquoi? Parce que, malheureusement, si ce n'est pas le cas, un associé qui n'a pas été convoqué, il pourra par la suite revenir sur la valeur juridique de l'Assemblée et de la délibération qui en est issue. Et donc, ça doit être fait dans le cadre des exigences du droit des sociétés, c'est-à-dire convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre émargement au siège de la société pour tous les intéressés, et notamment tous les associés de la société. Alors, donc je disais... Oui, mais dès le départ, généralement, c'est ça? Oui. De convoquer. Une assemblée générale extraordinaire, de convoquer une assemblée générale extraordinaire, et le tribunal ne peut leur refuser cette demande. Et le tribunal ne peut leur refuser cette demande. Donc, voici le régime juridique général des nullités et des actions en nullité en matière de droit des sociétés. Donc, vous avez bien retenu que ce régime, il est dans les dispositions des articles 337 et suivants de la loi 1795. Bon, c'est assez difficile à digérer, mais bon, il faut s'habituer. Il faut s'habituer aux tournures qui sont parfois difficiles à comprendre, etc. Et tout le droit, il est fait ainsi. Tout le droit, pratiquement, il est fait ainsi. Et donc, il faut retenir les dispositions fondamentales en matière du régime juridique des nullités. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce régime aussi? Il nous dit, après avoir posé les principes fondamentaux en matière d'action en nullité, il nous dit que les dispositions des articles 337, 339 ne peuvent être appliquées dans certains cas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de certaines nullités, de certains types de nullités, on ne peut pas faire fonctionner les dispositions juridiques des articles 337 et suivants. De quoi s'agit-il? Eh bien, la loi 1795 nous renvoie aux dispositions du Daïr des obligations et contrats, c'est-à-dire les dispositions des articles 984, 85, 86 du Daïr des obligations et contrats. De quoi s'agit-il? On va le voir. Alors, la loi 1795. La loi 1795, nous rappelle, que les dispositions, des articles 339 et 340 nous rappelle que les dispositions des articles 339 et 340, c'est-à-dire ça ne recouvre pas les dispositions des articles 337 et 338. C'est 339 et 340. On verra par la suite de quoi s'agit-il. La loi nous rappelle que les dispositions des articles 339 et 340 ne sont pas applicables
ne sont pas applicables, lorsqu'il s'agit d'une violation, des articles 984 à 986 du DOC. 984 à 986 du DOC. De quoi s'agit-il? 984, 985, 986. Bon, à mon avis, ce type de nullité ne pose pas de problème particulier. Hein, et c'est juste une prévention, hein, de la part du législateur de la loi 1795 qu'une obligation de répondre à des situations particulières. De quoi s'agit-il? Alors, l'article 984, qu'est-ce qu'il dit? Alors, l'article 984 nous dit que la société ne peut être contractée entre le père et le fils soumis à la puissance maternelle. Ça veut dire quoi, ça? Voilà. Ça veut dire tout simplement qu'un père et son fils mineur ne peuvent pas s'associer dans le cadre d'une société commerciale. Hein? Bon, ça, je pense que les praticiens du droit des sociétés, les experts comptables ou les fiduciaires, parce que c'est eux qui vont veiller à la rédaction des statuts, etc. Hein? Ça, ils savent très bien qu'une société entre un père et un fils ou une fille mineure, hein, ne peut être constituée valablement. Hein. C'est pour cela que la loi 1795 nous dit que les articles 339 et 340 ne sont pas applicables à ce genre de situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser les mécanismes de la rectification de quoi? De la nullité. Hein? Pourquoi? Parce que, imaginons un acte ou des statuts où vous avez une association entre le père et le fils mineur. Hein? Est-ce qu'on peut recouvrir cette situation? Non. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est ce que nous dit la loi 1795. On ne peut pas recourir aux dispositions des articles 339 et 340 pour couvrir cette nullité. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société sera déclarée nulle et non avenue. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une possibilité de rectification. Hein? Elle va être déclarée nulle. Hein? Voilà. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas. Entre le tuteur et le mineur. Entre le tuteur et le mineur. Bon, ça va de soi. Si le père ne peut pas s'associer avec le fils, le tuteur ne peut pas s'associer avec le mineur dont il a la protection. Hein? Pourquoi? Parce que on considère que derrière tout cela, il y a le besoin de sauvegarder les intérêts de l'enfant mineur. Hein? Un père, il peut... bon, normalement, il doit veiller sur les intérêts de son fils. Hein? Un tuteur, il est fait pour veiller aux intérêts de son fils, hein? Aux intérêts du mineur, dont il a la protection. Mais il se peut que, dans le cadre d'une société entre les deux parties, dont l'une est mineure, hein, les choses tournent mal. C'est pour cela qu'on a le législateur marocain, dans l'article 984, a interdit
toute association, toute société entre le père et le fils mineur, entre le tuteur et le mineur. Et puis entre le curateur et l'incapable. Bon, ce sont là des dispositions du droit de la famille. Vous allez voir la différence entre la tutelle et la curatelle. Hein? Mais bon, ce sont des mesures, c'est ce qu'on appelle des mesures de quoi? De protection ou de sauvegarde. Hein? C'est-à-dire que la tutelle, elle est organisée sous la houlette de qui? Le tuteur, mais il y a un contrôleur derrière. Le juge des tutelles. Hein? Le juge des tutelles, il veille à ce que les intérêts de l'enfant mineur soient protégés. Hein? Et c'est pour cette raison que le père, la mère, s'ils sont tuteurs légaux, c'est ce qu'on appelle les tuteurs légaux, hein, par la force de la loi, hein, ou bien le tuteur qui est nommé par la justice, par le juge, par exemple. Hein, eh bien, la loi veut que lorsqu'il s'agit d'actes de disposition notamment, hein, vous savez ce que c'est que les actes de disposition? Les actes de disposition. En droit, on distingue entre quoi et quoi? Entre les actes de disposition et les actes d'administration. Les actes d'administration. Alors, c'est quoi le plus important? Les actes le plus graves? Est-ce les actes de disposition ou les actes d'administration? Hein? Non, disposition. Les actes de disposition. Qu'est-ce qu'on entend par disposition? Donnez-moi un exemple d'un acte de disposition. La vente. La vente. Un autre exemple. La donation. Hein? On appelle ça des actes de disposition. Pourquoi? Parce que cela, une fois ces actes faits, eh bien, le propriétaire d'avant ne sera plus propriétaire. Hein? Si vous êtes propriétaire d'un bien et vous le donnez, hein, vous ne serez plus propriétaire. Et donc, vous serez amputé d'une partie de votre patrimoine. Et donc, c'est pour cela que tout ce qui concerne les actes de disposition, ils sont contrôlés par le juge des tutelles. Hein, par le juge des tutelles. C'est-à-dire que si, par exemple, le mineur qui est sous tutelle possède des biens, hein, comment un mineur peut posséder des biens? Par l'héritage. Par héritage, suite au décès des parents, hein, par legs, si par exemple le grand-père, etc., on lui donne, etc. Bah, oui, tous les mécanismes qui permettent d'avoir un patrimoine. Eh bien, si le mineur de 10 ans, 11 ans, 15 ans, 16 ans se trouve par hasard propriétaire de biens qui ont de la valeur, hein, eh bien ces biens-là, ils doivent être gérés par son tuteur. Et son tuteur ne peut pas les vendre. Il ne peut pas les vendre que s'il a l'autorisation. S'il a l'autorisation du juge. Et pour avoir l'autorisation du juge, il faut y aller. Hein. Pourquoi? Parce que le juge, il ne donnera l'autorisation que si l'intérêt du mineur l'appelle. Hein, si l'intérêt du mineur dans cette opération l'exige. Hein, autrement, il ne va pas donner l'autorisation au mineur pour mettre en vente tel ou tel bien appartenant au mineur. Et la vente, si c'est accordé par le juge, comment ça se déroule à votre avis? Hein? C'est le juge, il donne l'autorisation pour vendre le bien du mineur en question. Mais comment ça se passe, cette vente? Est-ce que le tuteur, il va directement chercher un acheteur? Ça se passe aux enchères publiques. Aux enchères, hein? Ça se passe aux enchères publiques. Pourquoi? Ben, pour éviter qu'il y ait des entourloupes entre le tuteur et un éventuel acquéreur, hein? Pour jouer sur les prix et puis avoir une partie de dessous de table, etc. Et donc, pour éviter tout cela, le bien du mineur, une fois l'autorisation accordée, ne peut être
vendues que dans les enchères, aux enchères publiques, c'est-à-dire organisées par le tribunal. Hein. Il y aura des enchères-tireurs et si on arrive à un prix satisfaisant, eh bien, déjà, le juge va déterminer le minimum, hein, c'est-à-dire le point de départ, le prix de départ. Hein, et les gens ils vont renchérir, les personnes qui sont intéressées, et lorsqu'on atteint un niveau satisfaisant, on peut procéder à la vente. Alors, donc, la loi 1795 nous dit que les dispositions de l'article 339 et 340 ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit des nullités portant sur l'article 984. Hein, 984. C'est-à-dire société entre le père et fils, mineur et tuteur, curateur et mineur. Hein, ça passe pas. Deuxième cas, c'est l'article 985. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dispositifs de rectification de la nullité, tels que prévus par les articles 339 et 340, ne peuvent pas non plus être utilisés lorsqu'il s'agit de toute société ayant un but illicite, tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque la société telle qu'elle a été fondée, immatriculée, hein, a un objet illicite. Eh bien, la loi 1795 considère qu'on ne peut pas recouvrir dans ce cas-là la nullité. On ne peut pas recouvrir la nullité. Et nul de plein droit toute cette société ayant un but contraire aux bonnes mœurs, à la loi ou à l'ordre public. C'est ce qui est repris dans le cadre de la loi 1795. Hein. Et enfin, troisième cas pour lequel le mécanisme des articles 339, 340 ne marche pas, c'est tout ce qui concerne une société fonctionnant sur la base d'intérêts, hein, entre musulmans. Hein. C'est-à-dire, je vous avais donné l'exemple de personnes qui constituent une société, qui mettent de l'argent et se disent on va prêter de l'argent contre de l'intérêt. Hein. Et donc, ce genre de société il est prohibé et les mécanismes des articles 339 et 340 ne peuvent par la suite, après coup, venir corriger cette société. Et par conséquent, la société se trouve automatiquement dissoute. Elle sera dissoute par décision de justice. Allez, vous pouvez noter à la ligne. Par exception, par exception, par exception, par exception, la loi 1795, la loi 1795 considère, la loi 1795 considère que le mécanisme de couverture des nullités, que le mécanisme de couverture des nullités tel que prévu par contre 339 et 340 tel que prévu par les articles 339 et 340 tel que prévu par les articles 339 et 340 ne peuvent jouer
lorsqu'il y a violation, ne peuvent jouer lorsqu'il y a violation des dispositions lorsqu'il y a violation des dispositions des articles. Lorsqu'il y a violation des dispositions des articles 984, des articles 984, 985 et 986 du DOC. Lorsqu'il y a violation, des dispositions des articles 984, 985 et 986, vous les connaissez parfaitement maintenant. Hein? C'est pas la peine que je vous en donne un résumé. C'est bon? Je fais le tour. Alors, bon, je vais vous montrer quand même. Je vais vous montrer quelques subtilités en matière d'action en unité. Comme je vous ai dit, les dispositions légales sont bonnes à savoir, à connaître, hein, mais les situations concrètes, hein, en matière de droit des sociétés, les situations concrètes qui appellent parfois à recourir, notamment à ce qu'on est en train d'étudier, c'est-à-dire à la nullité de tel acte ou de telle délibération sont variées. Hein. Et là, bon, comme je vous ai dit, le juge marocain aurait pu résoudre le problème de la même manière que le juge français, parce que ce sont les mêmes dispositions. Hein. La loi, les dispositions françaises du Code de commerce nous parlent de la même chose, c'est-à-dire nous parlent d'une action en unité d'acte ou délibération. Hein. Il nous parle d'une action en unité à l'encontre d'actes ou délibérations qui ne concernent pas les statuts, ou des actes ou délibérations modificatifs des statuts, c'est-à-dire des actes et délibérations après l'immatriculation, la constitution de la société, après que la société a commencé son fonctionnement, etc. Hein, et donc on a le même schéma. Alors, de quoi s'agit-il ici? Il s'agit, bon, je ne vais pas, j'aurais aimé vous montrer un peu comment la Cour de cassation utilise ces tournures, comment, mais bon, je sais que vous allez vous entendre. Hein, c'est pas la peine que je vous dise tout ça. Je vais essayer de vous donner un petit résumé. De quoi s'agit-il? Il y avait un couple de personnes qui étaient propriétaires d'une SCI, Société Civile Immobilière. Hein, et un couple propriétaire d'une SCI. Hein, ils ont vendu quelques parts sociales. Ils ont vendu quelques parts sociales à une tierce personne. Hein. Et donc, cette tierce personne est devenue associée. Elle est devenue associée. Associée minoritaire. Ça veut dire que les époux sont toujours majoritaires dans le capital social. Hein. Et qui dit majoritaire, cela veut dire quoi? Ça veut dire au niveau de la prise de décision, ils sont toujours les vainqueurs. Hein. Ils peuvent toujours prendre la décision, la délibération qu'ils veulent. Hein. Et donc, ce monsieur-là a acheté quelque part sociale, il est devenu associé et il devait commencer, parce qu'il a les techniques qu'il faut, le savoir-faire qu'il faut, etc., l'exploitation de la société. Sauf que, quelques temps après, il y a eu une assemblée générale. Et dans le cadre de cette assemblée générale, on a décidé, dans le cadre d'une délibération, que l'époux
hein, c'est-à-dire qui représente une majorité avec sa femme, aurait droit à une somme d'argent. Hein? Et donc ça a été voté. Ça a été voté, une somme d'argent d'une certaine importance. Hein? Ce n'est pas le problème. L'associé, le nouvel associé, il a voté. Hein? Il ne s'est pas abstenu. Il a voté, il a accepté. Mais, par la suite, il a entamé une... Action justice. Qu'est-ce qu'il a entamé en fait? Hein? Voilà, il a entamé une action en nullité de quoi? De la clause qui donne De la l'argent. délibération. Il a entamé une action en nullité de la délibération. Pourquoi, à votre avis? Non, parce qu'il considère que le fait d'octroyer une telle somme d'argent à l'associé en question, cela va à l'encontre, c'était le motif, quand on fait un recours devant la Cour de cassation, il faut utiliser ce qu'on appelle les moyens de cassation. Hein. Et donc, dans son moyen de cassation, il a considéré qu'il y a eu un abus Affection sociétative. de majorité. Il y a eu un abus de majorité. Ça veut dire qu'il m'a hein. L'abus de majorité, c'est ça. Hein. Il y a la minorité, il y a l'abus de la majorité. L'abus de la majorité, ça veut dire que vous êtes nombreux, vous pouvez décider ce que vous voulez. Hein. Premier point qu'il a développé pour demander la nullité de cette délibération et par conséquent annuler le versement de la somme d'argent en question à ce monsieur-là, il a dit qu'il y a eu un abus de la majorité et qu'il y a eu aussi une décision qui va à l'encontre de l'intérêt de la société. L'intérêt de la société. Donc voilà, c'était ses moyens de quoi? De cassation. Pourquoi il a présenté ce genre de moyens? Parce qu'il avait perdu au niveau Tribunal. il a perdu au niveau de l'appel, c'est sûr, et il a perdu peut-être au niveau de la première instance. C'est-à-dire que les juges du fond, ils ont donné raison aux majoritaires. Hein? Ils ont dit que la délibération en question n'a rien d'illégal. Hein? Mais lui, il a présenté ses moyens de cassation devant la Cour de cassation en disant que l'arrêt de la Cour d'appel doit être quoi? Cassé. L'arrêt de la Cour d'appel en question doit être cassé, doit être cassé pour deux motifs. Le premier motif, c'est l'abus de majorité, et le deuxième motif, c'est l'intérêt de la société. La contrariété de cette délibération à l'intérêt de la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de prendre de l'argent. L'argent, on l'a pris où? Dans les caisses de la société. Hein? On a pris l'argent dans le capital, on a amputé le capital de la société. Hein? On a pris de l'argent dans le capital de la société pour le verser à l'associé. Pour le verser à l'associé. Hein? Et donc, deuxième moyen de cassation, la contrariété de quoi? De cette délibération à quoi? À l'intérêt de la société. Vous allez voir pourquoi je vous raconte tout ça. Alors, quelle a été la réponse de la Cour de cassation? La Cour de cassation a rejeté sa demande. Ça veut dire quoi? Quand la Cour de cassation rejette la demande, ça veut dire Que l'arrêt de la Cour d'appel est valable. était bon. Était bon. C'est-à-dire que la Cour d'appel en question a bien motivé, a bien motivé son arrêt en droit. A bien motivé son arrêt en droit. Et qu'est-ce qu'elle a dit, la Cour de cassation? Dans ce qu'on appelle des motifs propres. Des motifs propres, c'est-à-dire au-delà de ce que
la Cour d'appel avait développé comme argument, la Cour de cassation a rajouté ce qu'on appelle les motifs propres à la Cour de cassation. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit tout simplement que l'équivalent de la loi 1795, c'est-à-dire en France, les dispositions du Code de commerce en la matière. Elle a dit que les dispositions du Code de commerce en la matière ne parlent pas de l'intérêt de la société. Les dispositions du Code de commerce parlent de la violation de quoi? Des dispositions impératives ou expresses de la loi du Code de commerce. Dans le cas marocain, c'est pour ça que je vous ai dit que même le juge marocain aurait pu trancher cette affaire si elle a été posée dans les mêmes termes devant le juge marocain. Il aurait pu trancher l'affaire de la même manière. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation, il a dit l'histoire de l'abus de majorité ne tient pas. Pourquoi? Parce que l'association en question était présente, avait participé au vote, etc. Et il a dit que la loi ne parle pas de la contrariété à l'intérêt de la société. C'est pour ça que je vous ai dit que l'action en unité, elle doit être respectueuse des motifs de l'action en unité. Vous vous souvenez ce que je vous avais dit? C'est soit la violation des dispositions expresses ou impératives selon le cas, soit la contrariété à l'ordre public et le caractère illicite de l'objet, etc. Et donc, que ce soit la loi marocaine ou le code de commerce français, il ne parle pas de la contrariété par rapport à l'intérêt de la société. Et donc, la Cour de cassation a dit tout simplement que la Cour d'appel a bien jugé et a rejeté surtout le deuxième moyen, la contrariété à l'intérêt de la société, parce que tout simplement, les dispositions du Code de commerce ne parlent pas de contrariété par rapport à l'intérêt de la société. Et donc, il faut se tenir à ce que le Code de commerce ou la loi 1795 avance comme argument pour demander la nullité. Autrement, ça ne réussira pas devant la Cour de cassation. Et voilà, comme je vous ai dit, les différentes situations qui permettent de saisir un peu la portée des dispositions légales. Donc les dispositions légales, on ne peut les comprendre, on ne peut les apprécier à leur juste valeur que lorsqu'on voit les différentes situations qui permettent au juge justement d'interpréter et de donner son avis par rapport à telle ou telle disposition. Est-ce que c'est clair dans vos petites têtes? C'est clair? Oui. Voilà. Donc, voici pour le régime juridique des nullités. La prochaine séance, on va entamer un rendez-vous. La prochaine séance, on va entamer les différents types de sociétés. Et je contacterai notre camarade pour fixer la prochaine séance. D'accord? Allez.